Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief. Cela fait maintenant un an ou un peu plus d'un an que le gouvernement Latmani a été investi au Parlement. Plus tard, s'en est suivi une année riche en événements et en rebondissements. Cette année, nous avons aussi assisté à des changements à la tête des plus grands partis, enfin les partis les plus marquants de la scène politique nationale. On attend le sort de Nabil Ben Abdallah au PPS cette fin de semaine et celui de Ilyas El-Omari au PAM en cette fin de mois. Il faut cependant lire les évolutions déjà enregistrées sur la scène politique ou celle à venir à l'aune d'autres angles de vue, dont nous parlerons avec nos invités. En seconde partie, après la pause, nous reviendrons sur ce coup de tonnerre, même s'il était attendu, du retrait hier des États-Unis de l'accord nucléaire avec l'Iran. Donald Trump s'est également retiré plus tôt dans l'année de l'accord de Paris sur le climat et avait remis en question plusieurs autres accords commerciaux internationaux. Mais cette fois, cette décision unilatérale intervient dans une zone très sensible, particulièrement explosive et dans un contexte très difficile. Nous parlerons de ces deux thèmes avec nos invités, Dais Issaoui, analyste politique et bien connu sur ce plateau, et Naïm Kamal, directeur de Quid.ma, qui a accepté d'être avec nous ce soir malgré un état de santé un peu fragile et une fatigue générale qu'on espère passagère. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Bien. Pardon? J'ai dit j'espère bien. Ah bon, on l'espère tous. Ainsi donc, notre scène politique nationale a été secouée par plusieurs événements depuis un an. Ça a commencé par la situation Al-Husseima, ou plutôt avant par le blocage politique, puis par la situation Al-Husseima, puis par plusieurs discours royaux qui ont donné lieu à un premier séisme politique. Il y a également eu le changement à la tête, comme je le disais il y a un instant, de plusieurs partis, chronologiquement le RNI, puis l'Istiqlal et ensuite le PJD. Et nous attendons ce mois, enfin cette semaine, le congrès du PPS et à la fin du mois, le 26 pour être précis, le Conseil national du PAM. Naïm Kamal, commence avec vous, comme d'habitude. Est-ce que cette année politique, avec tous ces rebondissements, tous ces événements, a été normale? Et si oui, sinon, pourquoi? Je crois que la réponse est déjà contenue dans la question. Évidemment, je voulais avoir votre avis. Vous savez que les élections de 2016, d'octobre 2016, les législatives, bien sûr, ont constitué une déflagration politique dans laquelle où ça a beaucoup changé la donne, où ça a consolidé le PJD, ça a placé le PAM en deuxième position, ça a réduit l'Istiqlal, ça a émietté le RNI et ainsi de suite pour parler de tous les autres partis. Il n'y en a qu'un parti qui a pu tirer son épingle du jeu grâce à l'aide du PJD, c'est le PPS, bien sûr. Mais c'est une façon très artificielle de tirer son épingle du jeu. On l'a vu, d'ailleurs, la suite des événements indique bien que ça n'a pas été une année normale, ni 2017, ni cette presque moitié de 2018, puisqu'on continue à traîner les séquelles de cette déflagration de 2016 qui a changé l'espace politique, mais qui est en train encore de le changer, puisqu'on a vu que suite au résultat de ces élections, il y a eu beaucoup de contestations, notamment à l'intérieur des partis qui estiment avoir un rôle important à jouer. J'ai en tête le Istiqlal notamment, j'ai en tête le PAM, parce qu'il y a de la contestation, chacun d'eux n'ayant pas obtenu ses objectifs. L'objectif du PAM était évidemment de prendre la place du PJD, d'arriver en première position. Arriver en première position, mission inachevée, inaccomplie et inaccomplie. Et donc, ça pouvait entraîner. On le voit que sur le plan social, même au PJD, il y a eu beaucoup de remous suite au blocage du gouvernement, de la formation du gouvernement, puis par la suite, l'élection d'abord la nomination de Saad El-Othmani pour former le gouvernement, puis pour devenir chef du gouvernement. Ensuite, pour le porter à la tête du parti. Et on le voit aujourd'hui encore, on en reparlera certainement tout à l'heure, on en voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de séquelles de cette histoire, notamment également pour les Al-Baraka al-Istiqlal. Ça va l'être certainement pour Nabil Ben Abdallah au PPS et ça va être de même pour Ilyas El-Omari au PAM. D'ailleurs, il y a beaucoup de remous partout un peu. Si aujourd'hui il y a une caractéristique de la scène politique, c'est qu'il y a beaucoup de remous internes et beaucoup de remous sociaux.
Alors justement, tous ces remous d'Idriss Hissaoui viennent d'une année agitée. Selon vous, quels ont été les événements les plus marquants qui ont fait que, bon, il y a eu finalement une sorte de raz-de-marée qui a emporté pratiquement tous les patrons de parti. Alors ça a été quoi ces événements? Comment vous les... Il y en a eu beaucoup, mais quelques-uns qui seraient les plus marquants, qui auraient été les plus marquants, à votre avis? Je pense qu'il y a un problème de perception de l'action politique au Maroc. Nous sommes dans un paysage politique installé dans ce que je pourrais appeler un équilibre instable. Constamment, nous avons des remises en cause. Nous avons une image ébréchée de la chose politique. On commence par exemple avec la formation de l'actuel gouvernement, qui a pris un temps très long, mais surtout, c'est le contexte dans lequel les tractations ont été faites, le départ de Vous parlez du gouvernement, c'est entre les élections et la formation d'un gouvernement. Absolument, parce que le gouvernement Latmani a été fait quand même assez rapidement. Non, je ne parle pas du gouvernement Latmani, je parle de la période de ce qu'on appelle le blocage. Le blocage a été pour beaucoup dans la perception de l'action politique du gouvernement, et que finalement, même quand Latmani est venu, il est venu avec un certain nombre de déficits par rapport à cette coalition gouvernementale qui a été formée probablement rapidement, mais il y a un travail qui a été auparavant. Il fallait juste ajouter, retrancher quelques-uns, notamment l'USFP qui a été rajouté à la fin, etc. Mais aujourd'hui, donc, les remous, ça c'est autre chose. C'est-à-dire les remous sociaux, les demandes sociales, il y a eu le Hussima. Par la suite, il y a eu d'autres villes, notamment Jarada, etc. Ça, c'est des demandes sociales qui, véritablement, elles ont été concrétisées et cristallisées à travers ce que vous avez appelé au niveau de votre présentation le séisme politique, c'est-à-dire qu'il a fallu l'intervention du roi pour mettre fin à des agissements qui étaient loin de l'esprit de la Constitution, loin de la responsabilité des politiques, surtout des gouvernants. Et il fallait donner un exemple. L'exemple a été donné. Mais cela n'a pas, si vous voulez, n'a pas apaisé cette demande sociale et ces remous. Ça a continué. Est-ce qu'il n'a pas apaisé ou est-ce qu'il l'a aiguisé, quelque part? Je pense qu'il l'a aiguisé. Il a mis la société en appétit de demander des choses et de les obtenir. Les Marocains, depuis fort longtemps, ils sont sur cette posture-là. Ils demandent, mais avec beaucoup de retenue. Mais cette fois-ci, il y a des intermédiaires, il y a des outils qui ont été utilisés, notamment les réseaux sociaux, qui permettent une expression libérée et libéralisée par rapport à ces sujets-là, parce que ça permet aussi d'avoir une certaine, un certain anonymat qui permet aux gens de s'exprimer et de dire des choses quand même assez importantes. Mais si on veut regarder sur le plan institutionnel le paysage politique, il n'a jamais été aussi instable que durant ces dernières années. Aujourd'hui, il n'y a pas d'acquis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un parti politique qui peut se dire « Tiens, j'ai une base, j'ai une relation, je peux faire l'intermédiation au niveau du champ social, du champ politique. » Pourquoi? Parce que lui-même, que ce soit à travers ses leaders, que ce soit à travers son action, parce qu'ils ne sont pas présents, il faut le dire. C'est-à-dire même le travail qui se faisait à travers des cellules de parti durant les années 60, les années 70 n'est plus fait. Il y a que les politiques se sont quelque part fonctionnalisés et que les rendez-vous sont ceux des élections locales, des élections législatives, où il y a aussi ces guerres. Pas pour tous les partis. Enfin, pour certains, mais c'est la logique justement de dire qu'il n'y a pas cette action c'est le de down to top, c'est-à-dire on remonte du terrain un certain nombre de choses qui légitiment l'action du parti politique. Aujourd'hui, on est là juste pour entériner des choses qui se font. Alors, les gens ne se reconnaissent plus. Et l'expression populaire va dans ce sens-là. Les résultats des élections, le taux de participation le montrent aussi. Donc, il y a un malaise pour la chose politique, pour la perception de l'image de l'action politique dans notre pays. Alors, vous avez cité une expression assez intéressante qui est que l'instabilité de la scène politique. Naïm Kamal, quand on voit ce que Idriss Hissaoui appelle instabilité, que j'appellerais personnellement évolution ou maturation, nous avons des chefs de partis politiques qui se sont retirés gentiment ou un peu moins gentiment, disons un peu forcés par leur base, suite à des échecs
Saadine Atmani a remplacé au PJD Abdellah Ben Kiran qui a échoué à faire son gouvernement. Aziz Akhnouch a remplacé au RNI Salah Miswal qui a reconnu sa responsabilité dans la défaite. Nous avons Nizar Baraka qui a remplacé Hamid Chabat qui a, lui, un peu résisté pour partir pour son échec aux élections parce qu'il n'a pas fait ce qu'il avait promis. Alors, est-ce que vous pensez que cette arrivée de ces nouvelles têtes pourrait induire un changement de pratique politique ou de mœurs politiques, c'est-à-dire un changement dans le sens où la tête des partis écoute la base des partis et écoute la société, la population et l'électorat? Moi, d'abord, je ne voudrais pas parier sur l'avenir, parce que c'est toujours hasardeux. On va simplement analyser ce qui s'est passé sur la dernière année. J'y arrive. Je dis ça parce que on a souvent des pronostics, mais seulement il y a un premier constat. Le premier constat, c'est que ces hommes qui sont arrivés à la tête de ces partis, ils étaient déjà là. Ils ne sont pas sortis de nulle part. C'est pas Macron. C'est pas Trump. Rien que pour donner, peut-être même c'est disproportionné, mais c'est pour dire que c'est des gens qui ont été, que ce soit Atmani, que ce soit Nizar Baraka, que ce soit demain je ne sais qui au PAM ou ailleurs, ils ont cette culture de ces partis. Parce que ce qui s'est passé durant ces années, c'est pas seulement, c'est pas les bases qui ont abandonné les partis, c'est les partis qui ont abandonné les bases et les directions depuis qu'on est entré. Et ça a commencé en 1976, avec les premières élections communales ou le retour aux élections, aux institutions en 1976. C'est-à-dire on a commencé à voir une dilution des partis dans le jeu institutionnel, mais un peu excessif. Ils ont pendant un temps su garder leurs arrières, l'USFP a su le garder, Stiqlal a su le garder, le RNI a su s'installer. Tout ça, ce sont des vérités. Oui, mais à aucun moment, un chef de parti qui a perdu des élections, et ils ont pratiquement tous perdu à un moment ou à un autre des élections, à aucun moment, le chef de parti ne s'est retiré. Bouhabid, ou Yousfi, ou Boustia, ou les autres ne se sont pas, Ousmane, ne se sont pas retirés quand ils avaient perdu des élections. Bien après avoir perdu plusieurs élections. Oui, bien. Ou au moins deux. Bien avoir perdu une élection, celle de 83, ou 84, si je me souviens bien. Par la suite, il s'est retiré. Bouhabid, il a perdu des élections dans des conditions particulières. On peut pas comparer l'incomparable. On connaît la situation des années 70 et des années 80 et le rôle de l'administration dans les élections. Donc on ne peut pas vraiment... C'est-à-dire, ces chefs de parti avaient des excuses valables pour rester et dire non. On nous a fait perdre, on n'a pas perdu. Et à un moment donné, d'abord parce que la classe politique a commencé à vieillir, et ensuite parce que d'autres, comme Si Ali Atallah ou Sabrahim Bouhabid également, sont morts. Et à partir de là... Excusez-moi, je vous ramener quand même à cette dernière année, parce que ce que vous dites sur les décennies passées, oui, c'est vrai, il y avait d'autres conditions. Mais là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus le charismatisme des leaders historiques. Abdelrahim Bouhabid était un leader historique. Ali Atta était un leader historique. Dans le monde entier, vous savez. Dans le monde entier, vous savez. Oui, Mohamed Boustia était un leader historique. Ce qui n'est pas le cas de Chabat, ce qui n'est pas le cas de Mzouar, ce qui n'est pas le cas de bien d'autres. Donc, c'est plus facile de changer des figures. Et c'est ça, c'est ce qu'on a, à un moment donné, appelé la fin du leadership, la fin du zaïm. Et à partir de la fin du zaïm, les changements sont devenus plus possibles et moins compliqués à réaliser, même si on l'a vu au sein de l'Istiqlal, ça n'a pas été aussi aisé que l'a été le changement qui s'est fait sur un tapis roulant au sein du RNI. Ça, c'est la réalité. Donc, il y a une modification. Mais pour revenir à la rupture entre la base et les appareils, je l'ai dit, se sont dilués dans le jeu
des tractations, des coulisses, et chemin faisant, ils ont oublié le contact avec la rue, ils ont oublié le contact avec la périphérie, ils ont oublié le contact avec la campagne, et en plus de leur comportement, parce qu'un leader, un chef politique, quel que soit son niveau de leadership au sein d'un parti, doit être un exemple. Or, cet exemple a cessé d'être. Et c'est la fin de cet exemple, même quand il est imaginaire, même quand il est idéalisé, même quand il ne correspond pas à la réalité, il est dans l'imaginaire collectif. Écoutez, on retiendra quand même qu'ils sont 3, 4, 5 partis, parmi les premiers, à avoir leur chef. Passer à la trappe d'une manière ou d'une autre avec d'autres qui arrivent. Alors, Driss Aissaoui, chacun de ces partis, finalement, avec les changements qu'il y a eu, Naïm a dit son opinion là-dessus, chacun se retrouve avec un objectif. Le PJD doit se maintenir à sa place. Donc forcément, quand on est le premier, on a envie de le rester. Le RNI a envie de devenir premier. Donc son objectif est de réussir son rôle de challenger. L'Istiqlal, de Nizar Baraka doit revenir un peu dans la course. Est-ce que vous pensez qu'il est suffisant de changer la tête pour que le reste suive et qu'on atteigne ses objectifs? Ce n'était pas seulement un changement à la tête de ces partis politiques, c'est un changement de positionnement qui a été fait dans les 3 cas. Par exemple, prenons par exemple Saadine Atmani. C'est un style, c'est un homme, c'est un style. C'est aussi une manière de gérer la chose publique parce que non seulement il est chef du gouvernement, mais il a été consacré comme patron du parti. Et disons, à ce niveau-là, il était obligé d'agir dans le sens de gommer un certain nombre d'aspérités au sein de l'opposition à l'intérieur de son parti politique, de revenir à la notion de dialogue interne, etc., de démocratie interne. Alors quand on regarde, par exemple, l'Istiqlal avec Nizar Baraka est venu avec un projet de société, un projet de parti, une restructuration, parce qu'il considère, d'après ses discours, d'après son programme, qu'il y a eu un passage à vide et qui a fait perdre justement une partie de l'ADN de l'Istiqlal, qui est celui d'un parti nationaliste, etc., qui se positionne sur des affaires importantes, et d'où le choix du positionnement au sein de l'opposition. Ça permettra au parti de se distinguer et d'exprimer de la manière la plus claire ses choix de société, ses choix de politique économique et de critiquer quand il le faut. Parce que la position qu'avait adoptée Chabat, elle était ambivalente. On ne savait pas sur quel pied il dansait. Aujourd'hui, avec Nizar, c'est clair. Maintenant, revenons au RNI, c'est un vrai projet de parti qui est en train de se dérouler. Il y a une réorganisation institutionnelle, il y a des réunions qui se font sur le territoire, il y a un travail de structuration, parce que le RNI est un parti qui n'a jamais été structuré de manière, disons, officielle, de manière opérationnelle. Aujourd'hui, d'où son étiquette de officine. Les sections, les organisations. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'apparaissait qu'en période électorale. Il y a toutes les structures nécessaires à un parti. Voilà. Ça, c'est un travail qui n'a jamais été fait. Ça existait dans l'Istiqlal, ça existait dans l'USFP, ça existe aussi dans le PJD, etc. Et je pense que Akhnouch, en entrepreneur qu'il est, a un projet d'entreprise qu'il est en train de mettre en œuvre avec un papier doctrinal qui est sorti. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, etc. Donc vous pensez que tous ces changements, on peut appeler ça, on est maintenant à la deuxième élection, juste à 1 an et demi de la deuxième élection de la nouvelle Constitution. Est-ce que vous pensez que ces changements vont dans le sens d'une maturation politique ou alors c'est tout simplement des chaises musicales, quoi? Non, ce n'est pas un jeu de chaises musicales. Il y a une volonté réelle. Non, il y a une volonté. Par exemple, le RNI est en train de tester un certain nombre d'outils pour voir est-ce qu'il y a du répondant sur le terrain. C'est-à-dire, il n'est pas dit qu'en organisant la jeunesse, la femme, etc., qu'il va avoir le maximum d'adhérents. Mais aujourd'hui, il y a une attirance. Il y a aussi la panne qu'il y a au niveau on va l'appeler, du PAM, qui pourrait, c'est-à-dire que lui pourrait rafler la mise après cela. Mais les objectifs sont les mêmes. C'est normal, un parti politique est là pour gagner les élections, pour être le premier, pour gouverner, pour être à la tête de... Je pense que chacun d'eux a ses chances. On va wait and see, comme on dit. Finalement, vous avez encore dit une chose qui attire l'attention. Vous avez parlé de la panne, ou une sorte de panne, du PAM. Oui. Hein?
c'est le seul parti qui a été, enfin parmi les 5 ou 6 premiers partis, Naïm Kamal, vous réagissez là-dessus si vous voulez bien, qui a réagi, le seul parti qui a eu cette panne, et peut-être, je vous pose la question, est-ce que c'est parce que son chef est resté en place, ou alors est-ce que ça ne serait pas aller dans le sens de ce qu'on disait il y a jusque-là? Vous perdez, vous partez. Moi, j'aimerais plutôt compléter ce que disait Driss il y a un instant, avant de revenir à cette question. Quand vous parlez de maturation de la vie politique, je crois qu'on est plutôt en mutation. On est plutôt en mutation, dans ce sens où les partis politiques, auparavant, ne mobilisaient pas autour de vrais programmes. Parce qu'on savait que tous les programmes sont faits pour ne pas être appliqués, mais mobilisés autour d'une idée ou d'un principe. Ça a été pendant longtemps pour le Istiqlal et pour l'USFP et pour le PPS de Ali Haïta, la démocratie, des élections libres. C'est des slogans très simples. Et pourtant, le changement de paradigme finalement qu'il y a eu. On ne leur promettait pas une vie meilleure. On disait la vie meilleure viendra le jour où on instaurera la démocratie, les élections libres, où le citoyen aura droit à la parole, la vraie parole. Donc aujourd'hui, le seul parti qui continue à faire ça, c'est le PJD. Il l'a fait avec Tahkoum. Il est en train de le faire aujourd'hui et dès maintenant d'une autre manière. On y reviendra peut-être tout à l'heure, parce que moi, sur cette opération de boycott, j'ai ma propre conviction intime. On pourra en parler. Pas, bien sûr, vous allez la partager avec nous. Oui, donc il y a cette maturation. Aujourd'hui, on est en train d'assister, soit à ce que la forme des partis, et ce n'est pas national uniquement, c'est pratiquement mondial. La forme des partis change. L'intermédiation entre la population et les partis politiques se transforme. Elle est en train de se transformer. Alors justement, il nous reste quelques minutes avant la pause. Justement, on reste avec vous, Naïm Kamal. Est-ce que vous pensez qu'avec tous les événements qui se sont passés tout au long de cette année, les événements, les troubles sociaux, pour appeler les choses par leur nom, ou enfin tout ce qui a pu se passer jusqu'à cette campagne de boycott dont tout le monde parle actuellement, est-ce que vous pensez que les partis, les états-majors politiques ont réagi de la manière qu'il le fallait? Pas du tout, pas du tout. On les a vus à la traîne. On les a vus suivre le mouvement. On les a vus tristement essayer de surfer sur le mouvement, de le récupérer à leur avantage. Mais on a vu des échanges au Parlement assez épiques. Sans illusion. Oui, il y a eu assez épique, mais médiocre. C'est pas ça le débat qu'on attendait d'eux. Je vous laisse le dire. Non, mais j'en assume toute la responsabilité. Un débat assez médiocre. Aujourd'hui, le débat doit aller au fond des choses. Parce qu'on connaît aujourd'hui la valeur du côté viral de ce qu'est la toile et de ce qu'est le web. Et on sait ce qu'est l'audiovisuel classique. Et on est à peu près. Et c'est à cette société que les partis politiques, à cette mutation sociétale, que les partis politiques doivent s'adapter. Or, malheureusement, ils tardent à le faire. Il ne suffit pas de venir aujourd'hui faire un programme comme l'a fait Nizar Baraka, dire voilà, c'est de la production, alors qu'on sait d'où ça vient, pour dire que voilà ce qui va mobiliser. Aujourd'hui, il y a d'autres choses qui mobilisent. La mobilisation se fait toujours autour. Bill Clinton, non. Barack Obama a mobilisé autour d'un slogan. Yes, we can. Simple. Et après, il détaille. Les gens l'écoutent. Mais il y a quelque chose. Trump, l'Amérique est la plus grande. C'est simple. Rendre l'Amérique sa grandeur. Alors, Driss et Saoud, je vous pose une question directe. On en a parlé sur les différents événements qui ont émaillé cette année. Il y a actuellement une campagne de boycott qui touche quelques produits de consommation courante. Qu'est-ce que vous en pensez clairement? Mais vous nous répondrez après la pause. On se retrouve dans quelques instants. Merci.
Bonsoir mesdames, messieurs, nous reprenons cette deuxième partie du débrief et nous poursuivons notre discussion sur l'état des lieux politiques un an après l'investiture du gouvernement Othmani, avant de parler du retrait américain, du retrait nucléaire, de l'accord nucléaire avec l'Iran. J'y arriverai. Pour ceux qui nous rejoignent, nous en parlons ce soir avec Driss Issaoui, analyste politique, et avec Naïm Kamal, qui était un peu souffrant en début d'émission, mais qui apparemment se remet. Driss Issaoui, je vous pose... Voilà, ça vous a inspiré apparemment, c'est bien, donc vous devriez venir plus souvent ici et ailleurs. Et Driss Issaoui, je vous posais la question directement, c'est quoi cette campagne de boycott? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous lisez ça? Une lecture simple. C'est une campagne qui dénote de l'analphabétisme numérique des partis politiques, des entreprises marocaines qui n'ont rien compris à ce qui se passe dans un espace qui s'appelle l'espace bleu, c'est-à-dire Facebook, les réseaux sociaux, sachant pertinemment que depuis un moment, le taux d'équipement des Marocains par des smartphones qui ont accès à ces réseaux est exceptionnel. Depuis tout à l'heure, on est en train d'analyser, entre guillemets, ce qu'on peut dire, la faillite de la politique classique, disons la pratique politique classique, la disparition de la notion de zaïm, la disparition de grands slogans avec des sémantiques appropriées qui puissent mobiliser les gens. Aujourd'hui, ces gens ont trouvé leur sémantique, leur manière de faire, et ça a été fait. Sur le fond, qu'est-ce qui est demandé? Parce que sur le fond, c'est-à-dire quand on analyse, il y a une demande fondamentale, c'est de séparer l'argent, le pouvoir du capital avec le pouvoir politique. C'est une demande tout à fait normale. Elle a été faite dans d'autres pays. La manière de gérer ces espaces est connue, mais le problème, c'est que personne n'a vu venir, pour commencer. Et personne ne savait, je ne sais même pas si les initiateurs avaient conscience de la force de cette campagne. Aujourd'hui, elle est bien installée, elle est dans la claire conscience des gens, mais entre-temps, il y a beaucoup de fake news, et il y a eu beaucoup de choses qui sont de contre-vérités qui ont été véhiculées, ça c'est normal. Quand vous êtes dans un système de propagande, parce qu'en fait, c'est véritablement de la propagande contre un système économique, etc. Et quand on est là, on fait feu de tout bois. Alors, au lieu de faire ça, on a vu des réactions de certaines entreprises qui ont été malheureuses et qui a fait que les réactions sont allées en crescendo. Ils ont alimenté. Ils ont même alimenté, c'est-à-dire c'était le point d'inflexion de cette campagne où l'on pouvait justement, elle pouvait être enterrée dès le départ. Au contraire, parce qu'en communication de crise, qu'est-ce qu'on dit? Quand on est dans une position où on est pointé du doigt, il ne faut pas dire « nous ne sommes pas ». C'est-à-dire qu'il ne faut pas agir par la négative. Il faut reconnaître les problèmes, il faut expliquer aux gens et rentrer dans le système. Aujourd'hui, je ne sais pas si les communicants ont bien saisi cela ou bien ceux qui ont le pouvoir ne l'ont pas saisi. Aujourd'hui, c'est une demande sociale qui s'exprime à travers ces réseaux sociaux et qu'il faut prendre en charge à l'avenir. Il ne faut plus jouer avec ça. Et ça pose la question des réseaux sociaux au Maroc parce qu'il y a tout un hiatus entre la gestion des espaces de communication classiques, que ce soit les journaux, la presse, la télévision, etc., qui sont gérés de manière ordonnée par des institutions, et cet espace-là où, par définition, c'est un espace ouvert qui garantit l'anonymat à ceux qui n'avaient pas de voix, et c'est devenu un porte-voix pour ceux qui ne pouvaient pas parler. Sur une adhésion, une mobilisation beaucoup plus grande, parce que ça ne nécessite pas d'effort physique particulier. Ça ne nécessite pas d'effort physique, mais surtout, ça va dans le sens de la vindicte populaire. Et ça, les gens adorent. Quand vous dites qu'un train n'est pas arrivé à l'heure, ça, c'est bon. Quand vous dites que tout va bien, etc., que l'on peut construire, ça ne marche pas. Donc, il faut que ceux qui gèrent ces espaces-là, ceux qui sont censés interagir avec, comprennent la logique de ces espaces. La logique qu'il y a derrière. Voilà. Kamal, cette campagne, selon vous, elle est économique, elle est sociale, elle est politique, elle est un peu de tout, elle est un peu de rien? Moi, je crois qu'au début, je sais qu'il y a plusieurs hypothèses de travail, mais ma conviction intime, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'elle est d'abord politique. Je crois qu'au début, on a ciblé un homme, en l'occurrence Aziz Akhnouch. D'ailleurs, je l'ai écrit, j'ai parlé de la cible. À la limite, à mes yeux, les deux autres opérateurs,
n'ont servi que de diversion. Qu'est-ce qui s'est passé? On constate que depuis à peu près une année et demie, Aziz Akhnouch a pris la tête du RNI et qu'il a commencé à faire un travail qu'aucun chef de parti au sein du RNI, je parle du RNI bien sûr, n'a fait avant lui. Un travail structuré. On peut le discuter, on peut dire c'est une vue de l'esprit de vouloir construire un parti de la même manière qu'on construit une entreprise. Ça, c'est le débat, le libre débat. Mais on a vu quand même que c'était en train de prendre. C'était en train de prendre et qu'on a dit peut-être qu'il vaut mieux l'attaquer tout de suite. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux à attaquer chez quelqu'un comme Akhnouch? C'est attaquer sur son volet d'entrepreneur, son business, l'argent qu'il se fait, d'autant plus qu'aujourd'hui on parle que c'est l'un des hommes les plus riches du Maroc et que sa fortune se compte en milliards de dollars, etc. etc. C'est facile. La première réponse, toujours, est d'abord de se taire un moment, de voir ce que c'est, de vérifier ce qu'il y a derrière et de voir l'importance. Dans ce moment-là, on intervient. On va en venir. Et quand on intervient, on essaie d'adapter ces outils. C'est pas en narguant les gens. Surtout quand on est dans des positions dominantes. Il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs techniques. Et donc, en ce moment-là, mais je crois que ça va venir. On pourrait dire, vous savez, quand je ne sais pas qui c'est qui a écrit ça dernièrement sur les réseaux, enfin les gens écrivent tellement de choses et des choses très intéressantes. Quelqu'un a dit que finalement c'était quelque chose qui a commencé par les prix, après d'autres se sont greffés dessus. Donc, pour des raisons... on a commencé à sortir ce que vous voulez dire, c'est-à-dire ce que vous disiez aussi. Les prix du carburant, il y a beaucoup de... Alors, est-ce que les prix sont chers ou pas, sont élevés ou pas? Juste une remarque sur ça. Est-ce que je continue rapidement sur ce que disait le monsieur sur les réseaux. Finalement, à défaut d'un Parlement qui soit actif, et un gouvernement. Et le Parlement étant l'émanation de la population, la population y est allée direct, comme on dit en arabe, donc voilà. Alors, pardonne-moi juste une seconde. Alors qu'on sait que la décompensation, c'est Abdelila Ben Kiran, la libération des prix, c'est Abdelila Ben Kiran. C'est le PJD. Alors, il ne faut pas aujourd'hui qu'on vienne nous dire voilà les responsables, sachant que par exemple dans un prix du carburant, il y a beaucoup de taxes qui appartiennent. Il y a plus de la moitié, un peu plus de la moitié de taxes. Tout cela n'est pas expliqué aux citoyens, comme si tout allait dans la poche des distributeurs. Ce n'est pas vrai. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas expliquées aux citoyens. Ce qui est extraordinaire, c'est que les chaînes de télévision étrangères qui ont couvert cet événement, particulièrement les chaînes arabes, elles commencent par quoi? Face à l'augmentation généralisée des prix de consommation populaire, etc., il y a eu un soulèvement à travers les réseaux sociaux, ce qui est faux. L'indexation des produits pétroliers a établi un mécanisme de régulation du prix où l'État, effectivement, entre la TVA et la TIC, touche un pactole assez important. Il a économisé beaucoup d'argent dans la caisse de compensation, mais à côté de cela, sur l'eau, les prix sont stables depuis 5 ans au moins. C'est-à-dire qu'il y a déjà cette perception complètement erronée de la situation. Et à l'étranger, on a l'impression que c'est un mouvement social de fond qui est en train de bouleverser les structures marocaines. Les gens ont été subjugués par cette capacité des Marocains à faire des protestations sur les réseaux sociaux, sans sortir dans la rue. D'ailleurs, les protagonistes le disent, ceux qui sont à l'intérieur des réseaux. Mais aujourd'hui, ces fake news circulent. Mais aujourd'hui, cette histoire, Naïm Kamal l'a dit, je l'avais dit au début, c'est un problème politique. Les gens demandent, et il y a cette perception de la richesse qui est dans l'imaginaire populaire. Quelqu'un qui est riche, c'est-à-dire il ne le mérite pas. Il devrait partager. Il ne devrait pas être aussi riche que cela, etc. Alors que sur le principe du libéralisme, quand tu investis,
il est tout à fait normal que tu puisses faire des bénéfices. Et si tu n'accumules pas, si tu n'as pas de bénéfices, tu ne peux pas réinvestir et tu ne peux pas atteindre le seuil critique d'un développement. Tu ne peux pas créer d'emplois, etc. Alors c'est ça que les gens n'appréhendent pas à sa juste valeur, c'est que maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. S'il y avait des comportements mafieux ou douteux, pour être gentil, oligopolistiques, voilà, ça aurait été dit. Il y a toujours des gens qui travaillent dans les administrations, dans les entreprises, dans les états-majors. Mais là, vous avez dit que le mariage, que la collusion entre argent et politique a toujours existé. Mais là, depuis 5-6 ans, on voit ça dans le monde entier, avec Trump, avec le président chilien qui vient d'arriver, dans les années 2000 avec Berlusconi et Donald Tusk, là plus récemment, je crois que c'était en Hongrie, en Bulgarie, enfin un pays d'Europe centrale, en Thaïlande, un peu partout en Afrique du Sud, ce sont des milliardaires qui arrivent. En Afrique en Afrique aussi. Il y a des footballeurs qui sont allés à la... C'est au Libéria. Donc rapidement, avant de passer au deuxième thème, vous pensez que finalement les partis politiques n'ont pas su, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est la confirmation avec le boycott, n'ont pas su appréhender à leur juste valeur, à leur juste mesure les réseaux sociaux. Ils Absolument. ont été un peu dépassés. Moi, j'ai parlé d'analphabétisme numérique. Et il faut absolument qu'on se mette dedans, qu'ils comprennent cette logique. C'est même en France. Même aux États-Unis. N'oubliez pas que celui qui a inventé le terme de fake news est le premier pays, le plus grand utilisateur des réseaux sociaux. Alors on va rester dans ce pays si vous voulez bien. On va passer au deuxième sujet. Alors, du temps où il n'était encore que candidat à la présidentielle de son pays, Donald Trump qualifiait déjà l'accord nucléaire signé avec l'Iran en juillet 2015 de pire accord jamais négocié. Il ne s'est pas déjugé. Hier, en annonçant le retrait de son pays de cet accord, il l'a encore désigné comme désastreux. Et pourtant, cet accord entre l'Iran et les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU plus l'Allemagne avait mis fin à plus de 10 ans de tensions avec Téhéran. Aujourd'hui, ce qu'on peut appeler un trou noir semble s'ouvrir dans les relations internationales car cette décision de Donald Trump jettera de l'huile sur le feu dans cette région du monde particulièrement sensible. On en parlait tout à l'heure, sensible et explosive. Déjà, Issaoui, c'est quoi cet accord? Est-ce que vous pouvez nous le rappeler? Signé en juillet 2015, oui, ça a servi à quoi? Une dizaine d'années de travail entre toutes les puissances mondiales, particulièrement l'Europe, parce qu'il y a eu un gros travail qui a été fait pour l'enrichissement de l'uranium et le bannissement de l'équipement en armes balistiques, surtout les fusées. Et il y a eu un accord qui a été signé difficilement. Et l'Union européenne était très présente, la France aussi, l'Allemagne. Et les États-Unis d'Obama ont effectivement été actifs dans ces négociations, on se le rappelle. Aujourd'hui, la première des choses, en fait, je pense que Donald Trump avait déjà l'idée, c'est-à-dire l'idée de dénoncer ce genre d'accord. Il l'a fait avec l'UNESCO, considérant que l'UNESCO servait les gauchisants à travers le monde, etc. Il l'a fait avec l'accord de Paris, considérant que son pays devait absolument se développer sans porter considération aux problématiques environnementales. Et aujourd'hui, l'Iran, parce que c'est un ennemi à abattre dans la région, parce que, si vous voulez, c'est une puissance, il faut le reconnaître, qui a une présence dans la tension qu'il y a avec Israël, et que le meilleur moyen de l'isoler, parce qu'il y a des décisions qui ont été prises sur le plan économique, sur le plan du gel d'un certain nombre d'investissements, les entreprises qui traitent avec l'Iran, l'aubaine est coupée, parce qu'on leur dit dans 6 mois, vous devez arrêter. Et il y a même une menace sur les banques, sur les entreprises européennes, qui continuerait à travailler avec l'Iran. C'est-à-dire, c'est comme si c'était un veto mondial que Trump mettait sur la table pour dire on met au pilori l'Iran et on revient sur tout ce qui a été fait pendant ces 10 années. Alors, Naïm Kamal, Denis Ross, qui est l'ancien conseiller au Moyen-Orient du président Clinton, a dit une chose très intéressante hier, c'est qu'avec sa décision, le président Trump voulait isoler l'Iran, et ce sont les États-Unis qui se retrouvent isolés, parce qu'on a les Européens qui regrettent, en termes diplomatiques, ça veut dire ce que ça veut dire, qui regrettent la décision américaine, et puis cette fois, il y a aussi les Russes et les Chinois, et tout ce monde, avec les Iraniens, recommence à discuter. Comment est-ce que vous pensez que ça tiendra vraiment, ou alors c'est les États-Unis qui resteront véritablement isolés, malgré les menaces dont parlait Denis Issaoui, sur lesquelles on reviendra? Ça dépend du front intérieur américain. Si le front intérieur américain reste uni, reste autour, dans sa majorité, des décisions de Trump, et on peut dire qu'il est impossible d'isoler les États-Unis d'Amérique. Je vous donne un exemple. Je crois que c'était la Banque nationale de Paris qui avait
bravé le boycott, c'était avec la Corée du Nord, et qui lui ont fait payer... Avec l'Iran ou la Corée du Nord? Je crois avec la Corée du Nord. Avec la Corée du Nord. Avec la Corée du Nord, 8 milliards de dollars de pénalités parce qu'ils ont utilisé, parce qu'on utilise la monnaie américaine pour les échanges internationaux. On fait des affaires aussi avec les Américains. D'aujourd'hui le débat sur... on ne peut pas continuer à utiliser le dollar comme seule unité de référence pour les échanges internationaux. Les Chinois sont en train d'essayer d'imposer leur propre monnaie. Les Européens, ça va être difficile d'échanger. Bien sûr, maintenant, globalement, la décision de Trump était attendue. Il l'a annoncé pendant sa campagne électorale. C'est quelqu'un... En fait, ce n'était pas une surprise. La surprise, c'était le seuil d'élévation des sanctions. C'était la virulence et la violence de cette sortie. Oui, mais il l'a dit dès le début. Il est dans une logique pro-israélienne. Il est dans une logique de conflit. Il revient au dogme de l'hyperpuissance américaine. Le dogme de l'hyperpuissance américaine qui a été ces dernières années malmené par les Russes et par les Chinois, parce qu'il y a un retour de la Russie sur la scène internationale. Il y a quand même de la contestation au sein de l'Europe occidentale. Il y a l'émergence de plus en plus importante de la Chine et le dogme américain retient toujours comme principal adversaire aujourd'hui, pas la Russie, mais la Chine. Alors, mais la Chine, pardonne-moi, mais la Chine, et que dans leur dogme, une confrontation est dans le programme des Américains. Donc il ne faut jamais oublier ça. Et l'Iran est un des passages, c'est-à-dire il faut balayer le passage pour aller vers la Chine, pour ne pas être pris par derrière et qu'on puisse, à partir de la péninsule coréenne et du Japon, ouvrir la voie vers l'Amérique et vers la Chine et s'attaquer à la puissance chinoise. Alors, il y a une idée qui circule depuis quelques jours, depuis que la décision est devenue imminente. Elle devait tomber le 18, elle est tombée le 12, elle est tombée hier le 8. L'idée est la suivante, c'est que Donald Trump commence à entamer une politique protectionniste. Et il voulait imposer des sanctions commerciales à des partenaires qui n'étaient pas dans son jeu, quoi. Alors l'idée qui circule maintenant, c'est la suivante, c'est que avec cette question d'Iran, ça permettra de pouvoir négocier avec les autres les sanctions, le niveau de sanctions à mettre. Les autres, c'est-à-dire les pays avec lesquels les accords commerciaux sont au désavantage de Trump, des États-Unis. Donc on a dit que peut-être que c'était. Est-ce que vous pensez ça, oui ou non? Non, mais déjà sur le paradigme Trump, qu'est-ce qu'il est? Il est sur le fait, il va dans le sens il est autocentré, il essaie de revenir. Parce qu'en fait, avec la mondialisation, avec tout ce qu'on a vécu, avec la bulle financière, etc., il essaie de se protéger et de revenir c'est-à-dire de recentrer l'investissement vers les États-Unis à l'intérieur du territoire. Et il a même menacé des entreprises d'arrêter d'envoyer des investissements à l'étranger. Ce qu'il est en train de faire. Je pense que les développements faits par Naïm Kamel sont très, très justes. L'idée, c'est de faire un face-à-face qui va avoir lieu un jour ou l'autre avec la Chine. Maintenant, avant d'arriver à la Chine, il y a, bien sûr, il y a l'Iran, il y a ensuite la Russie. La Russie est en train de se renforcer et que les sanctions, il va les appliquer. Et il dit qu'il va les appliquer. C'est quelqu'un qui ne parle pas en l'air. Et il a justement... Jusque-là, il a toujours fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Absolument. Il va continuer. C'est effrayant, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu comment l'Europe va réagir, comment justement la Chine va réagir, comment le Japon, ils sont dans une situation mitigée, mais les autres pays, je pense qu'à un moment donné, Trump devra mettre de l'eau dans son vin et venir sur une table de négociation. Il ne va pas revenir sur tout ce qu'il a détricoté.
Il va rester sur sa position, mais probablement avec ces sanctions, le fait de se retirer de toutes ces conventions va faire en sorte que les États-Unis pourront renégocier ce que lui a reproché à Obama d'avoir fait au niveau international. Et il a notamment les missiles balistiques. Les missiles balistiques, ça va être très rapide. C'est fini pour aujourd'hui. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Nous constatons que Naïm Kamal va mieux en cette fin d'émission qu'il ne l'était en début d'émission. Nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouveau débrief. D'ici là, restez sur Medi 1 TV. L'information et le divertissement continuent en continu. Merci et bonne soirée.